Donc, j'ai le plaisir, je ne sais pas où est Madame Bafal, je l'entends pas, je ne l'entends pas. J'ai le plaisir d'introduire cette session qui va parler d'un certain nombre de sujets plutôt tournés vers la clinique et sur la cryptococcose neuroméningée, sur l'immunologie, sur la dermatologie également. Un certain nombre de médecins, des médecins qui viennent d'horizons divers, du Togo, d'Abidjan, ainsi que de Paris. Euh, voilà, j'ai le plaisir d'introduire Adama Doumbia, qui nous vient d'Abidjan et qui va nous parler de l'optimisation de la survie chez des patients qui présentent une cryptococcose neuroméningée. À vous. Bonjour, chers congressistes. Nous voulions remercier les organisateurs de l'AFRAVI de nous avoir associés à cette prestigieuse rencontre scientifique qui nous offre l'opportunité de parler de la cryptococcose neuroméningée et plus spécifiquement comment optimiser la survie après une cryptococcose neuroméningée. Nous dirons que c'est une mycose profonde du système nerveux central qui est responsable d'une infection des méninges cérébrales et médulaires due à une levure. Et elle représente la première cause de méningite dans un contexte d'infection à VIH et constitue environ 15% des décès liés au sida dans le monde, dont les 3 quarts surviennent en Afrique subsaharienne. Elle réalise dans sa manifestation classique une méningoencéphalite fébrile d'évolution subaiguë, associant des signes d'hypertension intracrânienne, notamment des céphalées qui sont permanentes, intenses, insomniaques, des vomissements faciles, en jet de type cérébral, parfois des signes d'irritation méningée, mais surtout, essentiellement, des signes d'atteinte de l'encéphale, pouvant être un trouble de la vigilance, des crises comiciales, une atteinte des paires crâniennes, notamment la troisième paire crânienne, ou des troubles neuropsychiques à type de désorientation temporospatiale ou de délire. L'examen clinique de ces patients atteints de cette affection permet de mettre en évidence des stigmates d'immunodépression au VIH, pouvant être une candidose oropharyngée ou souvent un pseudomolluscum contagiosum qui sont des éruptions cutanées papullo-coûteuses, disséminées, parfois vésiculeuses par endroits, qui prédominent surtout au visage et aux membres. Devant cette symptomatologie, il importe de réaliser une ponction lombaire, n'est-ce pas, avec la mesure de la pression d'ouverture du liquide cérébrospinal et l'analyse mycologique de ce liquide permettra de mettre en évidence la levure. Donc, on fera un examen direct par la coloration à l'angle de Chine, puis une culture sur milieu de Saburo. Également, on pourra s'aider de la réalisation des tests antigéniques, n'est-ce pas, dans le liquide cérébrospinal et le sérum. Il faut dire que ces tests de diagnostic rapide ont une sensibilité, une spécificité excellente et permettent une mesure semi-quantitative de la charge fongique. On reconnaît à cette affection des critères de mauvais pronostic. On pourrait citer pêle-mêle un retard à la prise en charge adéquate, une hypertension intracrânienne avec des pressions d'ouverture du liquide cérébrospinal très élevées, supérieures à 25 cm d'eau, un trouble de la vigilance, des manifestations extra-méningées, des pathologies opportunistes associées, une cytorachie inférieure à 20 éléments, l'antigénorachie supérieure à 1 sur 1024 et enfin la pression d'ouverture du liquide cérébrospinal supérieure à 25 cm d'eau. Donc, ces critères de mauvais pronostic, n'est-ce pas, grèvent le pronostic de cette affection.
Alors, la prise en charge de la cryptococcose euroméningée est bien codifiée et elle consiste en une bithérapie antifongique associée à des ponctions lombaires dépletives en fonction de la pression intracrânienne. Et cette prise en charge antifongique, cette bithérapie antifongique, se déroule en 3 étapes ou en 3 phases, on va dire, avec une phase d'induction de 2 semaines, suivie d'une phase de consolidation de 8 semaines et enfin une phase de maintenance. Et les recommandations de l'OMS en la matière offrent, selon le lieu d'exercice, offrent des alternatives thérapeutiques pour la prise en charge de cette affection. Également, les recommandations de l'European Head Clinical Society, donc, la dernière version 2019, n'est-ce pas, sont identiques, associant toujours une bithérapie, notamment l'amphotéricine B liposomale et la flucytosine, toujours avec les 3 phases de traitement. Alors, la prise en charge autant est basée sur une bithérapie antifongique. Elle y associe des ponctions lombaires soustratives dans l'optique de faire baisser la pression intracrânienne. Donc, ce sont des ponctions lombaires déplétives. Elles sont réalisées ou soustratives, on va dire. Elles sont réalisées en cas d'hypertension intracrânienne et toutes les 48 heures jusqu'à la normalisation de cette pression. La prise en charge, on va dire, l'évolution ultérieure après de cette affection, après guérison, est la fonction de la restauration, d'une très bonne restauration immunitaire solide et durable. À cet effet, les recommandations suggèrent de différer d'au moins 4 semaines, n'est-ce pas, l'initiation d'une trithérapie antirétrovirale dans l'optique d'éviter la survenue du syndrome de reconstitution humaine. Je vais parcourir avec vous quelques données de la littérature sur la prise en charge de cette affection et de la létalité qui en découle. Nous verrons ensuite comment optimiser la suivi de ces patients. Alors, à Abidjan, ce papier, Abidjan en Côte d'Ivoire, ce papier avait pour objectif d'évaluer l'utilisation de fortes doses de fluconazole en monothérapie, donc 1200 mg ou 800 mg dans le traitement de la cryptococcose euroméningée au cours du sida. Une étude rétrospective portant sur 46 cas de patients hospitalisés au service des maladies infectieuses et tropicales d'Abidjan, CHU Treichville. Et de façon globale, on a trouvé qu'une létalité de 53% dans le bras fluconazole, contre 48% dans le bras fluconazole à 1200, avec une létalité globale qui était de 50%. Donc, la létalité était plus importante dans le bras avec le fluconazole à dose de 800 mg jour. Et les facteurs de mauvais pronostic étaient l'existence d'une méningoencéphalite et la non-réalisation d'une ponction lombaire soustrative. Donc, en d'autres termes, la réalisation d'une ponction lombaire soustrative améliore le pronostic et la suivi de ces patients. Autre papier, dans un contexte de non-disponibilité de l'amphotéricine B déoxycholate ou liposomale, une étude ouverte pilote a été réalisée dans 2 pays de l'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Burundi, dont l'objectif était d'évaluer prospectivement la tolérance et l'efficacité d'une bithérapie orale de fluconazole à la dose de 1600 mg par jour associée à la flucytosine.
Entre 2012 et 2015, cette étude portant sur 41 patients ayant une cryptococose réméningée et bénéficiant d'un traitement d'attaque par le fluconazole à 1600 mg par jour associé à la flucytosine pendant 2 semaines. Également associé à des ponctions lombaires dépressives en fonction de la pression d'ouverture du liquide cérébrospinal. Et le critère de jugement principal était le taux de mortalité à la 10e semaine qui était environ 50%. Donc, une létalité importante. L'analyse de suivi a montré que l'hypercellulalité du liquide cérébrospinal est associée à un meilleur pronostic, donc à une survie à la 10e semaine d'environ 75%. Une autre étude, non des moindres, l'étude ACTA, qui a été réalisée dans 3 pays, dont l'objectif était de comparer la survie à la 2e semaine de différentes stratégies de traitement antifongique d'induction de la cryptococose neuroméningée au cours de l'infection à VIH. Donc, une étude multicentrique de phase 3, randomisée, contrôlée non aveugle de non-infériorité. Et cette étude avait ces 3 bras. Et donc, si nous regardons de façon plus fine la répartition, n'est-ce pas, de la mortalité, toutes causes confondues, dans les différents bras, nous voyons que la ligne violette qui représente une semaine d'amphotericine B associée à la flucytosine, la ligne bleue qui est plutôt la ligne de la voie orale, fluconazole associée à la flucytosine, nous nous rendons aisément compte que une semaine d'amphotericine B associée à la flucytosine a une mortalité remarquablement faible à la 10e semaine, suivie du traitement par voie orale associant le fluconazole à la flucytosine de 35%. Alors, donc nous avons vu ces différents travaux scientifiques avec des schémas variés et une létalité toujours importante. Voyons à présent quelles sont les stratégies, n'est-ce pas, que nous pouvons mettre en place, n'est-ce pas, pour améliorer la suivi des patients atteints d'une cryptococose réméningée. Alors, il faut faire un diagnostic précoce. Diagnostic précoce sous-entend faire un dépistage de l'antigène cryptococcique. Il faut dire que l'antigène cryptococcique est détecté dans le sang des semaines avant le début de la méningite. Donc, il constitue un meilleur diagnostic précoce des phases asymptomatiques et symptomatiques et en vue de réduire la mortalité. C'est d'ailleurs une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé pour les patients au stade avancé de l'infection à VIH. Alors, voyons ensemble ce papier paru en 2019 qui évalue un programme national de dépistage de l'antigène cryptococcique pour les patients infectés par le VIH en Ouganda. Nous nous rendons compte à l'analyse de ce graphique que lorsque le dépistage de l'antigène cryptococcique est optimal, c'est-à-dire atteint les 100%, ceci permet d'éviter d'environ 44% des décès dus à la méningite cryptococcique et au coût de dollars environ $600 US par décès évité. Donc, les programmes de dépistage massif par le CRAC permettent d'économiser des coûts et mieux de sauver des vies. Autre élément, après le diagnostic précoce, il faut implémenter la prévention par le fluconazole pour des patients ayant un taux de CD4 inférieur à 100 cellules par millimètre cube. À cet effet, un excellent papier de l'essai Reality
Donc, l'essai réalité a évalué la réduction de la mortalité précoce chez les adultes et les enfants infectés par le VIH qui commencent un traitement antirétroviral. Donc, c'est un essai contrôlé, randomisé avec 2 bras qui a comparé la mortalité d'une prophylaxie renforcée versus une prophylaxie standard. Et la prophylaxie renforcée visait les principales infections opportunistes, notamment la tuberculose, la toxoplasmose, la cryptococcus méningée. Alors, nous nous rendons compte qu'à la 24e semaine et 48e semaine, la mortalité globale, n'est-ce pas, était plus basse, c'était moins élevé, n'est-ce pas, dans le bras de la prophylaxie renforcée comparé à celle de la prophylaxie, comparé au bras de la prophylaxie standard. Donc, la mortalité globale à la 24e semaine était de 8,9%. Donc, comparé donc à S24, comparé à 12% pour le bras de la prophylaxie standard, avec un rapport des risques à 0,73. Donc, cette tendance était maintenue à la 48e semaine avec 11% de décès, 11% de létalité de 11% dans le bras de la prophylaxie renforcée versus 14% dans le bras standard, avec un rapport de risque à 0,76. Les principales causes de mortalité à la 48e semaine étaient essentiellement la tuberculose, la cryptococcus méningée et les causes non connues. Ce graphique donc met en relief une réduction des décès à la 48e semaine due à la cryptococcus dans le bras de la prophylaxie renforcée versus prophylaxie standard avec une différence significative, d'où l'intérêt de cette prophylaxie anticryptococcique. Alors, nous avons vu deux stratégies. Donc, faire un diagnostic précoce par le dépistage d'un antigène cryptococcique, pour implémenter la prévention par le fluconazole pour des patients ayant un taux de CD4 inférieur à 100. Et troisième point, il faut comment on appelle ça, disponibiliser, augmenter l'accessibilité des molécules de référence, notamment la photélécine B liposomale. Alors, j'avoue que ces molécules ne sont pas vraiment disponibles à échelle nationale dans les différents, surtout dans les pays du Sud. Et enfin, quatrième point, il faut, pour optimiser, n'est-ce pas, la suivi après cette affection, n'est-ce pas, il faut une prise en charge intégrée gratuite des programmes nationaux dans les pays du Sud, n'est-ce pas, du VIH et des infections opportunistes. En conclusion, nous dirons que la cryptococcus méningée constitue encore un enjeu thérapeutique pour lequel l'optimisation de la suivi passe par la mise en œuvre de plusieurs actions synergiques. Nous voudrions vous remercier pour votre aimable attention. Merci.
Bonjour, je m'appelle Olivier Bouchot, je travaille à l'hôpital Rissen de Bobigny et je vais vous faire un quiz sur la dermatologie du VIH. On va partager l'écran. Se mettre en plein écran. Alors, rapidement, je n'ai pas de lien d'intérêt avec le rapport avec le sujet. Les lésions infectieuses dermatologiques concernent la majorité des patients infectés par le VIH. C'est d'ailleurs souvent la première manifestation clinique en lien avec la baisse de leur immunité. Et on a tout un panel de pathologies qui vont varier selon le degré d'immunosuppression. Et je vous montrerai tout à l'heure un diagramme qui montre cette évolution en fonction de l'immunité. On peut donc dire que les lésions dermatologiques du VIH sont un marqueur de la progression de la maladie, évidemment en histoire naturelle, c'est-à-dire en l'absence de traitement. Ces lésions sont beaucoup d'origine infectieuse, mais il faut évidemment, même si on ne les traitera pas aujourd'hui, que certaines sont d'origine inflammatoire ou tumorale. Alors voilà ce diagramme dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que sur la gauche, alors que l'immunité est encore normale, puisque ça se passe au moment de la primo-infection, même si vous savez qu'au moment de la primo-infection, il peut y avoir une petite baisse des CD4. Vous voyez dans le déroulé de ce diagramme, qu'on va peut-être pas détailler ligne par ligne, mais vous voyez qu'il y a tout un panel de pathologies qui peuvent survenir. Les lésions qui peuvent survenir lors de la primo-infection et donc à l'occasion d'un déficit immunitaire relativement modéré sont des ulcérations génitales, mais également buccales, évidemment l'éruption de la primo-infection. Ensuite, un petit stade de déficit immunitaire plus bas, la dermite séborrheique, qui est très fréquente. Toutes les mycoses, notamment les mycoses des ongles. On retrouve également dans ce niveau-là d'immunité des ulcérations buccales et puis le fameux zona, particulièrement évocateur lorsqu'il survient sur le continent africain, où à l'époque d'avant l'épidémie du VIH, le zona était extrêmement rare. Et quand on descend dans l'échelle de l'immunité, d'autres maladies dermatologiques peuvent survenir. La maladie de Kaposi, mais on verra qu'il y a différents stades de la maladie de Kaposi et certains Kaposi ne s'expriment que dans les déficits immunitaires très importants. Évidemment, les lymphomes, la candidose buccale extrêmement fréquente à un niveau intermédiaire de déficit immunitaire, mais c'est un très bon signe indicatif d'un déficit immunitaire qui commence à devenir significatif. La leucoplasie orale chevelue qu'on voit sur les bords de la langue. Voilà. Et puis ensuite, quand on descend encore dans le déficit immunitaire, on rencontre ces lésions extrêmement désagréables pour les patients, d'herpès cutanomique chronique, difficile à traiter, qui récidive. Évidemment, la cryptococcose cutanée qu'on retrouve sur des déficits en général de moins de 50 CD4, l'hytoplasmose, et puis tout un panel de mycoses cutanées et d'éphanères. Alors, on va commencer par le premier quiz et je vous raconte l'histoire d'un homme de 28 ans qui fait un dépistage volontaire parce qu'il a eu plusieurs rapports à risque 2 à 3 semaines auparavant. Il vous parle d'une fièvre et d'un tableau pseudo-grippal qui évolue depuis quelques jours. Et je vous demande ce que vous recherchez à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Je vous parle évidemment de signes de la lignée dermatologique. Est-ce qu'il faut rechercher une éruption? Est-ce qu'il faut rechercher des ulcérations bucco-génitales? Est-ce qu'il faut rechercher des adénopathies cervicales, des nodules des ceintures au niveau iliaque ou des épaules? Est-ce qu'il faut rechercher des lésions de griffures ou de morsures? Les bonnes réponses sont évidemment la recherche d'une éruption, la recherche d'ulcération et la recherche d'adénopathie cervicale. Alors, je vous montre ici des lésions qu'on ne pourrait évidemment pas dire typiques. Il n'y a pas de lésions typiques du VIH et encore moins de la primo-infection. Vous voyez ces lésions que vous voyez un petit peu diffuses. Et puis,
ces ulcérations buccales, qu'on pourrait appeler des aftes buccaux, également, qui sont dans ce contexte de syndrome pseudogrippal avec des rapports à risque 2 à 3 semaines auparavant, qui sont très évocateurs. Alors, on a donc diagnostiqué une primo-infection par le VIH, vous la prenez en charge, mais 3 mois plus tard, le patient revient vous voir pour une éruption des plantes et des paumes que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle primo-infection, ce qu'on pourrait appeler une super-infection avec primo-infection? Est-ce que ça pourrait être, pourquoi pas, des brûlures caustiques? Est-ce que ça peut être une syphilis? Est-ce que ça peut être d'autres viroses éruptives? Ou est-ce que ça peut être tout banalement des taches ethniques qui n'auraient pas été vues, ou en tout cas auxquelles on n'aurait pas prêté attention lors de l'examen initial? La bonne réponse, évidemment, c'est la syphilis, pour 2 raisons. D'abord parce que cette éruption électivement située au niveau des paumes et des plantes est très évocatrice de syphilis, et que par ailleurs, on est dans le tempo assez typique d'une syphilis secondaire, si on peut utiliser ce terme-là, ce qui laisse supposer que le patient qui a fait cette primo-infection a été contaminé dans le même temps par la syphilis, ce qui est assez logique puisque c'est évidemment le même mode de transmission. Alors, un deuxième quiz. Imaginez un collègue qui vous montre cette photo et qui vous dit, eh bien voilà, la seule information que je te donne, c'est un patient qui est VIH positif, donne-moi un diagnostic pour cette lésion. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors, est-ce que vous lui dites que vous avez besoin de connaître le contexte? Est-ce que vous avez besoin de connaître le nombre de syndicats, donc le niveau immunitaire? Est-ce que vous lui dites, mais c'est possiblement une aphthose? Est-ce que vous lui dites que c'est possiblement du cytomégalovirus? Est-ce que vous lui dites que c'est possiblement de l'herpès? Eh bien, les 5 réponses sont bonnes, parce que devant une lésion telle que celle que vous voyez ici, sans aucune information sur le contexte, en dehors du fait qu'il est HIV, mais sans savoir si un déficit immunitaire important ou pas, il est impossible de dire exactement ce dont il s'agit. Une aphthose est évidemment possible, que ce soit à un niveau initial, c'est-à-dire lors de la primo-infection, ou que ce soit à un niveau beaucoup plus évolué de la maladie VIH quand le déficit immunitaire est très profond. Un cytomégalovirus est également possible. Ça se verrait aussi à un stade très important d'une dépression, mais ça peut également être de l'herpès. Un troisième quiz avec cette femme de 55 ans qui consulte initialement pour une dyspnée. Vous faites un diagnostic syndromique d'épanchement pleural et alors que vous venez de faire la ponction pleurale, vous remarquez cette lésion qu'elle vous dit avoir depuis 3 ans sans qu'elle se souvienne très très bien du contexte. Est-ce que ça vous évoque une cicatrice de brûlure? Est-ce que ça vous évoque une mycose, une lèpre, un vitiligo ou une cicatrice de zona? Alors, on peut toujours tout imaginer, mais quand on regarde bien, les lésions sont strictement limitées à un hémithorax, ne dépasse pas la ligne vertébrale, et donc c'est très évocateur d'une cicatrice d'un zona ancien. Et donc, dans le contexte africain, comme on l'a dit tout à l'heure, le zona est rare, c'est tout à fait évocateur d'un zona survenu il y a donc 3 ans, et donc très possiblement, voire vraisemblablement, une infection par le VIH. Alors, je vous montre, ce n'est pas évidemment la même patiente, mais je vous montre des lésions de zona tout à fait typiques, donc de zona thoracique, en vision ventrale, latérale, et puis sur l'autre côté en vision dorsale. Donc, vous voyez bien, là encore une fois, c'est le caractéristique du zona d'être en hémithorax. Alors, chez cet enfant qui a également un zona du visage, pour les mêmes raisons qu'on a dit tout à l'heure, c'est le côté hémilatéral, je vous demande quel est le risque principal. Est-ce que c'est d'avoir une conjonctivite sur infection bactérienne? Est-ce que c'est d'avoir des douleurs postériennes? Est-ce que c'est d'avoir une occlusion rétractile cicatricielle de la paupière? Ou est-ce que c'est d'avoir une cécité? Eh bien, c'est effectivement d'avoir une cécité
je vous parlais du risque principal, du risque le plus important. Cet enfant est menacé de cécité si le virus varicelle zona s'attaque à son œil. Et donc, le message à retenir, c'est qu'il faut traiter extrêmement rapidement ce patient par acyclovir ou un équivalent. Sur ce 5e quiz, je vous montre 2 photos. À gauche, un prurigo et à droite, un Kaposi. Vous voyez que vu de loin, les lésions, même si elles ne sont pas situées au même endroit, au niveau des jambes pour le prurigo, au niveau des bras pour le Kaposi, mais vu de loin et même d'assez près, ces lésions se ressemblent étrangement. Et il est extrêmement difficile cliniquement de faire le distinguo entre les deux. Il y a quand même quelques signes cliniques qui peuvent permettre de vous aider. Et donc là, je vous demande des signes d'interrogatoire. Est-ce que c'est une sensation de brûlure dans un cas ou dans un autre, une odeur désagréable, un prurite ou une évolution fluctuante dans le temps? La bonne réponse, s'il devait n'y en avoir qu'une seule, c'est le prurite. Le prurite qui est très évocateur de prurigo. Alors même si le prurigo n'est pas absolument au sens vrai du terme une lésion infectieuse, mais dans le prurigo, il y a une part inflammatoire, il y a une part infectieuse, notamment liée à la surinfection par les lésions de grattage. Et donc, le gros distinguo entre ces 2 lésions qui sont donc difficiles de distinguer l'une de l'autre, ça va être le prurite. On peut également retenir l'évolution fluctuante dans le temps, puisque le prurigo, qui survient à un stade relativement peu important de déficit immunitaire, peut effectivement évoluer avec des poussées et des améliorations au fil du temps, indépendamment d'un traitement. Alors, puisqu'on est sur le Kaposi, là aussi le Kaposi est à la limite des lésions infectieuses dermatologiques, puisqu'il n'est pas directement lié à un agent infectieux, mais comme vous savez, il est lié indirectement à un agent infectieux qui est le HHV8, qui est la presse de type 8, qui va être un cofacteur nécessaire à l'apparition de cette manifestation tumorale, qu'on peut même dire cancéreuse, même si le terme de sarcome est un terme qui est tout à fait impropre, mais c'est une néoplasie des cellules endothéliales des vaisseaux qui donne ces lésions. Et donc, je vous montre différentes lésions pour que vous mesuriez l'amplitude des formes cliniques qu'on peut voir. Vous voyez sur la gauche des lésions très discrètes de l'oreille, au-dessous des lésions tout à fait typiques de Kaposi sur la peau. Ce sont des lésions qu'on voit moins maintenant. Un petit peu au-dessus à droite, ce Kaposi pseudo-tumoral de la cavité buccale, qui peut d'ailleurs passer inaperçu parce que le patient peut ne pas s'en apercevoir s'il ne le voit pas lui-même. En bas, un Kaposi de la jambe avec une surinfection pustuleuse. Et en haut à droite, un Kaposi très particulier, plus fréquent en conditions africaines, avec un gros œdème, et c'est une forme grave du Kaposi. Un dernier quiz chez une femme de 32 ans qui est infectée par le VIH, mais elle est en rupture de suivi depuis un certain temps. Du coup, elle a un déficit immunitaire profond avec 50 CD4 et elle consulte pour cette lésion qui est apparue le matin, qui est douloureuse, et elle vous dit qu'elle en a régulièrement. D'ailleurs, si vous regardez attentivement, la lésion à voir se trouve ici, et il y en a vraisemblablement une ici et une ici qui est active. C'est surtout celle-là et peut-être celle-là qui sont les plus actives. Mais si vous regardez bien, on voit ici et là des lésions un peu hypochromiques qui sont vraisemblablement des cicatrices de poussée antérieure. On vous demande ce que vous faites. Est-ce que vous faites rien parce que la lésion, vous voyez ici, finalement limitée? Est-ce que vous donnez du fluconazole, au cas où ça serait une lésion glycosique? Est-ce que vous donnez de l'acyclovir ou est-ce que vous donnez du valacyclovir? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont identifié, notamment sur la base du caractère récidivant et du caractère douloureux, que c'est très vraisemblablement une ulcération herpétique. Et dans la mesure où cette femme vous dit qu'elle en a souvent, qu'elle a 50 CD4, donc avec un déficit immunitaire profond, il va falloir traiter rapidement cette lésion, donc par de l'acyclovir ou son dérivé, le valacyclovir, parce que le risque, si vous ne traitez pas rapidement, c'est que les lésions s'étendent
et qu'elles envahissent toute la région périnéale en donnant ce type de lésion qui est, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement douloureuse, voire insupportable en permanence et quand cette dame fera pipi. Voilà, on en arrive à la conclusion. Retenez que les lésions dermatologiques du VIH sont fréquentes, qu'il est vraiment indispensable de faire un examen cutanéo-muqueux systématique, notamment au début des prises en soins de ces patients, pour ne pas passer à côté de lésions qui seraient évocatrices. C'est d'ailleurs un conseil qu'il faudrait donner pour tout patient qu'on voit, quel que soit le contexte, qui peut vous mettre sur la piste, notamment du VIH, mais potentiellement sur d'autres horizons diagnostiques. Les lésions dermatologiques du VIH sont en général non spécifiques, mais elles sont souvent évocatrices, surtout si le reste du contexte va dans le même sens. Évidemment, devant une quelconque de ces lésions, a fortiori, si elles sont évocatrices, il faut impérativement proposer une sérologie VIH. Vous savez que de toute façon, tout prestataire de santé, tout médecin devrait proposer systématiquement une sérologie, le dépistage étant la clé du contrôle du VIH. Pensez que le VIH est une maladie sexuellement transmissible, mais que donc d'autres IST peuvent être associés, donc il faut les rechercher systématiquement. Sachez que sous traitement antirétroviral, toutes ces lésions dermatologiques, mais comme toutes les autres lésions cliniques, régressent en incidence et en sévérité. Ces lésions étant donc un bon indicateur évolutif. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter un bon congrès. Au revoir. Allô, bonjour. Nous remercions le docteur Olivier Bouchot pour cette communication très intéressante et surtout très pédagogique. La parole revient à l'intervenante suivante, qui est docteur Émilie Guyot. Dans ce contexte de résistance aux traitements antirétroviraux qui entachent un tout petit peu cette survie, cette amélioration de la survie obtenue dans cette lutte contre l'infection à VIH/SIDA, il devient important de garder la recherche scientifique qui nous permet d'avoir d'autres alternatives thérapeutiques. Et nous sommes ainsi très contents d'introduire Madame Émilie Guyot, qui va partager avec nous l'immunothérapie chez le patient vivant avec le VIH/SIDA. Docteur Guyot, vous avez la parole, vous revient, s'il vous plaît. Merci. Merci aux organisateurs de m'avoir invité d'immunothérapie. Bonjour et merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler d'immunothérapie chez les personnes vivant avec le VIH. Revenons brièvement sur la physiopathologie de l'infection par le VIH. Au cours de l'infection naturelle, les particules virales infectantes vont se fixer sur leurs récepteurs et l'ARN du VIH va être rétrotranscrit en ADN et cet ADN va s'intégrer au chromosome cellulaire. La cellule étant activée, elle va transcrire de nombreux gènes en protéines et dont celle du virus, et de nombreuses particules virales infectantes vont être sécrétées par cette cellule, aboutissant à l'infection de nouvelles cellules infectées. En parallèle, il existe également une infection des cellules mémoire quiescentes. Ces cellules quiescentes vont soit pouvoir produire du virus, soit rester quiescentes et ne pas produire de virus, mais garder à l'intérieur de leur chromosome l'ADN du VIH intégré. Ceci conduit à une situation où le virus VIH est complètement invisible au système immunitaire et constitue le réservoir du virus. Dans cette étude qui s'attache à caractériser les cellules réservoirs du virus VIH, les auteurs ont montré que l'ADN du virus VIH était compris
dans les cellules mémoire, que ce soit des cellules centrales mémoire, transitionnelles mémoire ou effectrices mémoire. Et en regardant le phénotype de ces cellules, les auteurs se sont aperçus que les cellules mémoire qui contenaient une proportion importante d'ADN VIH exprimaient aussi à leur surface un récepteur inhibiteur PD1. PD1 fait partie d'une famille de récepteurs inhibiteurs qui sont exprimés à la surface d'une cellule T. Pour activer une cellule T, il faut 3 signaux. Un signal TCR via la stimulation antigénique, un signal de coactivation via CD28 et un signal de cytokine. Pour contrebalancer l'activation chronique du système immunitaire observée au cours de l'infection par le VIH, il existe de nombreuses molécules qui vont inhiber l'activation de ces cellules T, comme CTLA4, PD1, 2B4 ou TIM3. Dans leur rôle d'inhibition des cellules T, ces immune checkpoints ou récepteurs inhibiteurs vont tempérer la réponse immunitaire à la stimulation antigénique chronique, mais elles vont également participer à l'état quiescent de la cellule et ainsi réprimer les gènes du VIH qui ne seront pas transcrits. Et le VIH sera donc invisible au système immunitaire. En partie à cause de ces récepteurs inhibiteurs. Pour rendre le virus visible au système immunitaire, une hypothèse a rapidement émergé qui est de bloquer l'axe PD1 avec son récepteur PDL1. Des études in vitro ont rapidement été conduites et montrent que, en présence d'anticorps bloquants anti-PD1, la production d'ARN viral VIH est augmentée par rapport à l'absence d'anti-PD1. Mais ce n'est pas le seul effet que les anti-PD1 peuvent avoir sur le réservoir, puisqu'en parallèle, ces anti-PD1 vont augmenter l'activation de la cellule T et vont restaurer des fonctions de la cellule T, en particulier des fonctions de prolifération. Et vous avez ici une autre étude in vitro qui montre que avec une culture avec anti-PD1, la prolifération des cellules va augmenter et donc va restaurer des fonctions qui vont pouvoir éventuellement être effectrices contre les cellules infectées et ainsi participer à l'élimination du virus. Ainsi, la stratégie du shock and kill ou wet and kill a été proposée à des fins d'élimination du réservoir VIH. D'une part, les anti-PD1 seraient capables de restaurer une production d'ARN viral et de protéines virales qui deviendraient visibles au système immunitaire et qui pourraient devenir la cible des cellules CD8 et des cellules NK. Et d'autre part, les anti-PD1 pourraient participer à la restauration de fonctions effectrices, soit de prolifération, soit de sécrétion de cytokines, contre les cellules infectées par le VIH, contribuant également à l'élimination du réservoir. Les anti-PD1 sont couramment utilisés en cancérologie, en particulier dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules. Nous avons eu la chance d'étudier au laboratoire un patient qui était infecté par le VIH et qui était en deuxième ligne d'un traitement par immunothérapie, par nivolumab, pour un cancer bronchopulmonaire non à petites cellules. Ce que nous avons pu observer chez ce patient, c'est d'une part que la sécurité clinique était assurée, il n'y avait pas eu d'effets secondaires indésirables, les CD4 étaient stables, les CD8 étaient stables, et la charge virale était restée en dessous des seuils de détection usuels. En parallèle, nous avons étudié l'activation des cellules T, CD4 et CD8. Il existait une stabilité des marqueurs d'activation HLA-DR et CD38. Et nous avons pu également étudier
la fréquence des cellules T spécifiques du VIH chez ce patient, qui ont brièvement augmenté pour diminuer et enfin réaugmenter à travers le temps. Sur le réservoir du VIH, qui était notre intérêt principal chez ce patient, eh bien, il y avait une relative stabilité de l'ADN VIH associé aux cellules, avec une stabilité autour de 100 copies par million de PBMC. Chez un autre patient, nous avons pu observer, après plusieurs cures de nivolumab qui avaient été administrées dans le cadre du traitement d'un cancer bronchopulmonaire non à petites cellules en deuxième ligne, ce traitement était bien toléré, il n'y avait pas eu d'effet secondaire de l'immunothérapie, les CD4 étaient stables, les CD8 étaient stables, la charge virale était relativement contrôlée, mais l'on peut remarquer qu'il existait une augmentation transitoire et précoce de l'ARN VIH après la première et la deuxième injection. L'activation cellulaire était stable et il existait une augmentation de la fréquence des cellules T spécifiques du VIH chez ce patient. Et si l'on regarde maintenant l'ADN VIH, le réservoir, cet ADN VIH associé aux cellules montrait une diminution drastique après plusieurs cures de nivolumab. Malheureusement, après plusieurs cures, l'ADN VIH a remonté et ceci s'accompagnait d'une diminution des CD8 anti-VIH. Et si l'on regarde sur un diagramme synthétisant à la fois l'ARN VIH, donc la charge virale, qui augmente de façon précoce et transitoire, l'ADN VIH qui diminue très fortement et les cellules CD8 spécifiques du VIH qui augmentent, eh bien, on peut se dire qu'on est dans une situation de shock and kill, puisqu'on a réussi à faire produire du virus aux cellules quiescentes, et ce virus a été visible par le système immunitaire, puisque les CD8 anti-VIH ont augmenté, et ceci a abouti à la diminution du réservoir VIH et donc l'élimination des cellules infectées. Fort de ce succès chez ce patient qui présentait une diminution de l'ADN VIH sous anti-PD1, nous avons mis en place une étude, une sous-étude biologique qui visait à monitorer les paramètres immunologiques et les paramètres virologiques chez les personnes vivant avec le VIH atteintes de cancer et traitées par anti-PD1. Nous avons monitoré des marqueurs de sous-population cellulaire, des marqueurs d'activation cellulaire, l'expression des immune checkpoints, la fréquence des cellules T spécifiques du virus VIH et aussi d'autres virus. Et nous avons bien sûr monitoré les paramètres virologiques, la charge virale VIH plasmatique, l'ADN VIH associé aux cellules, ainsi que les charges virales d'autres virus. Dans cette étude ANRS, 19 patients ont pu être inclus qui présentaient un cancer du poumon dans 37% des cas, un cancer de la tête et du cou dans 16% des cas, et d'autres cancers tels que le mélanome ou des cancers urothéliaux. La numération CD4 à la baseline était de 373 par millimètre cube, le ratio CD4-CD8 était de 0,8, la charge virale plasmatique VIH était indétectable dans la très grande majorité des cas, et l'ADN VIH à la baseline avant anti-PD1 était de 213 copies par million de cellules. Les anti-PD1 reçus étaient le nivolumab majoritairement, le pembrolizumab ou le cemiplimab. Ici, nous avons les paramètres immunologiques de monitoring de routine chez ces patients. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que la numération CD4 et la numération CD8 n'est pas modifiée par les anti-PD1, tout comme le ratio CD4-CD8 qui n'est pas modifié par les anti-PD1. La charge virale est, avec le temps, sous anti-PD1, soit modifiée
positivement, soit négativement, mais dans tous les cas, il n'y a pas de différence significative entre les cures 2 et les cures 3 par rapport à la baseline. Si l'on regarde maintenant l'ADN VIH associé aux cellules, celui-ci n'est pas significativement modifié avec le temps chez l'ensemble des patients étudiés. Cependant, il est intéressant de remarquer qu'il existe une diminution de l'ADN VIH chez 2 patients. Ici, un patient en rose et un autre patient en noir qui vont diminuer leur ADN VIH, même si cette diminution n'est pas quantitativement importante puisqu'elle est supérieure à seulement 0,5 log copies par million de cellules. Mais malgré le fait que l'ADN VIH ne diminue pas sous anti-PD1, nous avons pu remarquer lors du monitoring immunovirologique de ces patients qu'il existait une augmentation significative, précoce et transitoire des marqueurs d'activation cellulaire de type Ki67 ou HLA-DR. Cette activation précoce pourrait refléter des modifications positives du système immunitaire qui réagissent au traitement mais qui ne sont pas suffisantes pour avoir une action durable sur le réservoir du VIH. Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés aux cellules spécifiques d'autres virus, en particulier les virus responsables de co-infection du VIH, ceci afin de caractériser très finement l'expression de PD1 sur les cellules spécifiques afin de guider les éventuelles thérapeutiques ultérieures, en particulier en cas de co-infection réfractaire aux antiviraux habituels. Et ce que nous montrons, c'est que comme ce qui a été montré précédemment pour le VIH, pour le BV, il existe une augmentation significative de PD1 sur les cellules T spécifiques. En revanche, pour les autres virus, il n'existe pas d'augmentation significative de PD1 sur les cellules T spécifiques d'autres virus, en particulier HBV, CMV, HCV, HHV8. Enfin, nous avons effectué des tests de cytokines intracellulaires afin de quantifier la fréquence des cellules T spécifiques de virus, en particulier du VIH et de l'EBV. Et ce que l'on remarque, c'est que contrairement à ce qui a été observé dans le premier patient Princeps que nous avons publié en 2017, eh bien, il n'y a pas d'augmentation significative des CD8 anti-VIH chez nos patients. Il en est de même pour les lymphocytes CD8 spécifiques de l'EBV qui n'augmentent pas significativement avec le temps. Cependant, on peut s'intéresser de plus près aux 2 patients cités sur la première diapositive qui montraient que chez le patient qui baissait son ADN VIH de façon transitoire, eh bien, il y avait également une augmentation modérée mais présente de l'ARN VIH plasmatique, traduisant peut-être un phénomène de choc. Et il existait également une augmentation concomitante des CD8 anti-VIH chez ce patient ici en vert, pouvant rentrer également dans le cadre d'un profil de shock and kill. Pour le deuxième patient, ceci est moins évident car les CD8 anti-VIH ont d'abord baissé pour ensuite réaugmenter, mais il n'y a pas eu d'augmentation transitoire et précoce de la charge virale VIH plasmatique. Donc finalement, on a l'impression que sur tous les patients qui ont été étudiés dans cette sous-étude Oncovirim, un seul patient avait un profil de shock and kill. Ajouté au deuxième patient que nous avions précédemment décrit, ceci pourrait donc être en faveur d'une personnalisation de
des thérapeutiques pour aviser de diminution du réservoir VIH. Donc, en conclusion, les inhibiteurs des points de contrôle immunitaire chez les PV-VIH, il n'y a pas d'effet secondaire majoré dans cette population particulière. L'efficacité antitumorale, je ne vous l'ai pas décrit ici, mais elle semble similaire à la population générale. Donc, il y a une possibilité d'utiliser ces inhibiteurs des points de contrôle immunitaire chez les patients. Cependant, aviser de réduction du réservoir, cette stratégie de shock and kill ou purge du réservoir est pour l'instant très partielle. En effet, seulement 2 patients sur 22 avaient un profil favorable. Il reste des facteurs prédictifs de réponse virologique à identifier probablement, une association d'immunothérapie sera à évaluer dans le futur avec des anti-CTLA4, des anti-TIM3 ou une vaccination thérapeutique. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette étude et en particulier l'ANRS qui a financé largement et qui a conduit la cohorte Oncoviac et bien sûr les investigateurs principaux, Olivier Lambotte, Jean-Philippe Spano, aussi Dominique Costagliola, Christine Catlama, Brigitte Autran, Geneviève Marcelin, Vincent Calvez. Merci beaucoup. Le docteur Émilie Guyon, dans ce contexte de défi des résistances aux antirétroviraux, de l'apparition de tous ces cancers et autres infections virales. Donc, merci d'avoir partagé ces avancées prometteuses que constitue l'immunothérapie dans cette lutte contre cette infection rétrovirale, en améliorant ainsi la survie de nos patients. Merci et nous allons introduire et inviter le prochain conférencier qui est le docteur Didier Ekouevi qui va nous parler du VIH et des cancers en nous insistant sur l'épidémiologie dans les pays du Sud. Docteur Ekouevi, nous vous remercions et vous avez, la parole vous revient. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de vous présenter l'épidémiologie du cancer et du VIH dans les pays à ressources limitées. Je commencerai d'abord par l'épidémiologie du cancer dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé dans le monde en 2018, il y a 18,1 millions de nouveaux cas de cancer, dont 10 millions, soit 55,4% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Si l'on considère la variable décès, il y a 9,5 millions de décès qui sont dus au cancer, dont 6,3 millions dans le monde, soit 66,5% dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Cette figure vous montre l'incidence des cancers dans le monde et montre une incidence relativement faible en bleu clair en Afrique subsaharienne. Ceci est essentiellement dû à la faible capacité de dépistage du cancer dans les pays à ressources limitées, à revenus intermédiaires faibles. Par contre, on constate que dans les pays dits développés à revenus élevés, l'incidence du cancer est élevée. Quant à la prévalence du VIH, elle est globalement de 0,7%, mais cette prévalence est variable sur le continent, avec une prévalence estimée à plus de 10% dans plus de 8 pays en Afrique subsaharienne, entre 5 et 10% dans 3 pays, entre 1 et 5% dans 29 pays, ce qui montre considérablement la prévalence élevée du VIH en Afrique subsaharienne. En ce qui concerne la classification des cancers, nous avons les cancers classant SIDA, nous avons le sarcome de Kaposi, le lymphome non-Hodgkinien, le cancer du col de l'utérus, nous avons les cancers classant non-SIDA. Il s'agit du cancer de l'anus, du cancer du poumon, du lymphome de Hodgkinien et le cancer du foie. Pour certains cancers, le risque est élevé mais rare. Nous avons par exemple le carcinome de Merkel, le léomyosarcome. Et pour d'autres types de cancers, les risques restent inchangés. Je citerai le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer de la prostate.
Sur ces diapositives, nous présentons la prévalence du VIH selon les différents types de cancers. Il s'agit des données qui sont issues des études que nous avons menées au sein de la collaboration ID West Africa et qui montrent des prévalences du VIH extrêmement élevées entre 20 et 30% pour le sarcome de Kaposi, pour le lymphome non-hodgkinien et pour le cancer invasif du col de l'utérus, ceci pour les 3 types de cancers qui sont des cancers classés en SIDA. Par contre, pour les autres cancers, comme vous pouvez le constater, la prévalence est relativement faible, moins de 5% pour les autres types de cancers. Nous avons ensuite recherché s'il existait une association entre l'infection à VIH et les différents types de cancers classés SIDA. Et nous avons retrouvé, par exemple, un autre ratio estimé à 2,2 pour le sarcome de Kaposi, à 4 pour le lymphome non-hodgkinien et à 7,9 pour le cancer invasif du col de l'utérus. Je m'en vais maintenant vous présenter un peu plus en détail l'épidémiologie de ces différents types de cancers en fonction de l'infection à VIH et je commencerai par le lymphome. Le lymphome est le second cancer chez les personnes vivant avec le VIH dans le monde. Les premières descriptions des formes associées au VIH ont été faites en 1982. Il est défini comme une pathologie classée SIDA en 1985 et nous avons plusieurs types de lymphome. Le lymphome non-hodgkinien, le lymphome non-hodgkinien diffus à grandes cellules, le lymphome non-hodgkinien primitif cérébral et le lymphome de Burkitt. Le type est en fonction du niveau d'immunodépression. C'est ainsi que les patients qui ont des CD4 qui sont inférieurs à 100 cellules présenteront plus un lymphome non-hodgkinien diffus à grandes cellules. La présentation du lymphome est souvent atypique. Il s'agit le plus souvent d'une importante masse tumorale avec des localisations inhabituelles. Sur cette figure, nous voyons un enfant qui présente un lymphome de Burkitt localisé au niveau du visage avant et après intervention. Nous nous sommes en plus après essayé de regarder dans la littérature s'il y avait des relations entre le lymphome de Burkitt et l'infection à VIH. Dans cette étude qui a été publiée dans une revue sud-africaine, on retrouve qu'au Cameroun, à partir d'un registre de 2003 à 2013, 979 patients ayant un lymphome de Burkitt, 717 ont été dépistés pour le VIH et 11 étaient dépistés infectés par le VIH, soit une prévalence de 1,5%. Le sarcome de Kaposi, qui est également un cancer classé SIDA, se manifeste par des lésions cutanées d'aspect variable, érythémateuses, échymotiques, pigmentées, multifocales, évoluant le plus souvent vers la confluence. L'atteinte extracutanée, notamment pulmonaire digestive, fait toute la gravité de cette maladie. Les étiologies du sarcome de Kaposi, il s'agit essentiellement de l'infection à VIH, qui est un cancer classé SIDA et la première cause de cancer chez les personnes vivant avec le VIH. Mais on peut également citer l'herpès virus de type 8, qui est un cofacteur nécessaire, mais non suffisant à la survenue d'un sarcome de Kaposi. Sur cette carte de l'Afrique, puisqu'il existe plusieurs formes cliniques du sarcome de Kaposi, il existe des formes endémiques. Sur cette carte de l'Afrique, nous voyons essentiellement que c'est les pays qui sont localisés au niveau de l'équateur qui présentent des incidences les plus élevées. Quant aux pays de l'Afrique de l'Ouest, les incidences sont relativement plus faibles et sont matérialisées par des points verts. Et nous constatons également qu'avec la trithérapie antirétrovirale, notamment la monothérapie d'AZT, puis de la trithérapie antirétrovirale dans les années 1996, on a constaté une diminution progressive de l'incidence de tous les cancers, notamment du sarcome de Kaposi, du cancer du col de l'utérus et du lymphome non-hodgkinien. Ensuite, on constate que la durée du traitement antirétroviral joue un rôle très important dans l'incidence ou bien un impact considérable sur l'incidence du sarcome de Kaposi. C'est ainsi que les patients qui avaient une durée de traitement inférieure à 3 mois, notamment de 90 jours, avaient une incidence hautement élevée, estimée à peu près à 402, 405 pour 10 000 personnes année, alors que les patients qui étaient sous traitement antirétroviral de plus de 2 ans avaient une incidence de 100 pour 100 000 personnes année. Le cancer de l'utérus est le 3e cancer considéré comme classant. Dans le monde, c'est le 4e cancer en termes de fréquence dans le monde chez la femme, avec 570 000 nouveaux cas par an, dont plus de 85% surviennent dans les pays du Sud. Dans les pays à ressources limitées, l'incidence est élevée, entre 30 et 50 cas pour 100 000 personnes années en Afrique subsaharienne. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec le cancer du sein dans beaucoup de ces pays.
La mortalité, elle est importante. Plus de 310 000 décès par an, dont plus de 87% surviennent dans les pays à ressources limitées. Cette mortalité élevée peut fluctuer entre 20 et 40 décès pour 100 000 personnes années dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Les raisons, c'est le diagnostic tardif. Le stade avancé, à ce stade avancé, nous avons le traitement n'est pas accessible et l'accès au traitement, notamment de la chimiothérapie, cet accès est coûteux et difficilement accessible. Cette carte de l'Afrique nous montre effectivement cette mortalité qui est très, très élevée dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et particulièrement, tous ces pays sont colorés en rouge, montrant une mortalité très, très élevée comparativement aux pays du Nord. Il existe des populations vulnérables. Ces populations vulnérables, ce sont les femmes infectées par le VIH, qui ont 4 à 5 fois plus de risques de développer un cancer invasif du col utérin. Ceci a dû à des infections persistantes et à des lésions précancéreuses qui vont se développer plus rapidement chez les sujets qui sont infectés par le VIH. En Afrique, nous savons également que les infections à VIH sont plus fréquentes chez les femmes. 58% des nouvelles infections à VIH surviennent chez les femmes, alors que 67% des nouvelles infections à VIH vont survenir chez les femmes en Afrique. Et le cancer du col de l'utérus est causé par le virus du papillome humain, l'HPV, avec notamment les souches HPV-16 et HPV-18, qui vont commencer par des lésions précancéreuses. Ces lésions précancéreuses non traitées vont évoluer vers un cancer du col de l'utérus. Et on sait également que l'infection à HPV associe à un risque accru de contracter l'infection à VIH. Dans cette étude que nous avons réalisée avec l'équipe de Bichat, notamment Charlotte Charpentier et Diane Descamps, nous nous sommes intéressés à la prévalence du VIH et puis à la prévalence de l'HPV chez les professionnels du CES, et nous avons inclus 310 professionnels du CES qui avaient un âge médian de 25 ans. L'âge au premier rapport sexuel était de 17 ans. Le nombre médian de partenaires au cours des 7 derniers jours était de 5. La prévalence du VIH était de 10,6% avec un intervalle de confiance entre 7,2 et 14,1. Et sur cette figure, on voit effectivement que 45% des sujets sont porteurs d'au moins un HPV oncogène ou non oncogène et que 40% sont porteurs d'un HPV oncogène. Et parmi les HPV oncogènes, nous avons l'HPV 53 présent dans 6,5% des cas, de l'HPV 58, mais nous avons également l'HPV 16 présent dans 4,8% et de l'HPV 18 dans 3,2%. Si nous regardons maintenant la distribution, bien le nombre d'infections multiples selon le statut VIH, on constate que les sujets infectés par le VIH en rouge avaient des HPV multiples, soit 5, 6, voire plus de 3. Il n'existe aucun test de dépistage parfait pour le cancer du col de l'utérus. Nous avons 2 méthodes. La première, c'est l'inspection visuelle avec la coloration. Le deuxième, c'est le test HPV. Quant à l'inspection visuelle avec coloration, il est adapté dans un contexte de ressources limitées et offre des performances diagnostiques moindres que la cytologie. Le test HPV, la performance diagnostique est intéressante pour le dépistage, mais nous avons des contraintes matérielles qui sont difficiles à implémenter à large échelle dans la plupart des pays à ressources limitées. Et l'approche la plus utilisée, l'approche see and treat, voir et traiter, qui consiste à faire une inspection visuelle du col utérin après coloration en badigeonnant le col avec de l'acide acétique, et ici qui montre une zone acidophile blanchâtre, voire une zone iode négative jaune moutarde avec du Lugol. Et ici, nous avons un col normal. Et nous avons ensuite réalisé une étude pour documenter le dépistage de la prévalence des lésions précancéreuses au niveau du col utérin. C'était une étude transversale réalisée en Côte d'Ivoire. Nous avons inclus 4045 femmes issues de 2 populations, une infectée par le VIH et l'autre non infectée par le VIH. Nous avons utilisé l'approche de l'OMS qui consiste à faire une coloration du col utérin avec de l'acide acétique et du Lugol, puis une colposcopie. Et là, on voit clairement que 9% des femmes infectées par le VIH avaient des lésions précancéreuses du col de l'utérus, alors que seulement 3,9% des femmes non infectées par le VIH avaient des lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus, et cette différence était statistiquement significative. La prise en charge du cancer du col de l'utérus doit être une prise en charge précoce lorsque le dépistage est réalisé rapidement. Et en utilisant l'approche see and treat, nous allons faire référence à la cryothérapie que nous utiliserons. Il est utilisé dans les contextes où l'accès aux soins est limité parce que ça permet également de limiter les perdus de vue.
et ceci ne concerne que des lésions qui sont accessibles à un traitement ambulatoire. Le vaccin contre l'HPV existe. Nous avons le vaccin bivalent Gardasil Cervarix qui cible HPV 16 et 18 qui permet la réduction de l'incidence des lésions précancéreuses de haut grade, notamment le stade 2 et 3. Nous avons le vaccin non-avalent qui cible 9 valences et l'indication selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est chez la jeune fille avant ou au début de la période d'activité sexuelle et cet âge est compris en 9 et 13 ans. Le défi de la vaccination en Afrique se pose et depuis 2008, on sait que des vaccins HPV sont commercialisés dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire. Mais la couverture vaccinale reste très faible et le coût de ces vaccins reste encore très, très élevé. On peut aujourd'hui contrôler l'infection à HPV et par conséquent contrôler l'incidence ou diminuer l'incidence du cancer du col de l'utérus. Contrôler l'infection à HPV est faisable en Afrique. Il s'agit avant tout d'une politique nationale contre l'HPV et ceci a été déjà expérimenté au Rwanda, qui est le premier pays à mettre en œuvre un programme de vaccination des enfants contre l'HPV. Et ceci repose avant tout sur la mobilisation sociale et une prestation en milieu scolaire. Un partenariat public-privé serait également souhaitable. Cette carte du monde nous montre une couverture du vaccin contre l'HPV. Il s'agit des données de 2013 qui montrent que l'Afrique est très peu colorée, qu'il n'y a pas un programme national, aucune couleur bleue, qui est matérialisée ici en bleu, de la vaccination contre l'HPV. Il s'agit essentiellement des projets de démonstration qui sont réalisés. Enfin, dans cette revue, une méta-analyse proposée, nous constatons que la recherche sur le cancer et le VIH est relativement très faible dans les pays francophones. La plupart des recherches réalisées dans les pays à ressources limitées sont réalisées en Afrique du Sud, au Kenya, au Ghana, essentiellement dans les pays anglophones. En conclusion, au fur et à mesure que les patients vivent plus longtemps avec le VIH, la morbidité et la mortalité due au cancer augmentent. Les types de cancers liés au VIH peuvent varier dans différentes populations chez les femmes, chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais il faut avant tout cibler les cancers classant SIDA. La prévention reste de règle. Il s'agit du traitement précoce antirétroviral. Il faut un dépistage des cancers liés au VIH qui doit être renforcé et adapté à chaque situation. La vaccination reste également une approche, mais il faut une volonté politique. La recherche d'une manière globale sur le cancer et le VIH reste faible, et particulièrement en Afrique francophone. Et pour terminer, je voulais remercier mes collègues Antoine Jacquet, Rodion Konu, Arnold Sadio, Martin Chakoni, qui m'ont aidé à préparer ces présentations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous remercions tous les conférenciers pour ces communications très riches en enseignements. Merci vraiment et surtout d'avoir respecté le temps imparti. Nous allons passer maintenant à la session de questions-réponses. Et cette première question s'adresse, c'est du docteur Anna Chabouini, qui s'adresse à docteur Doumbia. Et sa question est la suivante. Bonjour, la prophylaxie par fluconazole est indiquée seulement si l'antigène cryptococcique est positif. Donc, c'est sa question. Oui, allô? Allô, oui? Oui, bonjour. Elle demande si la prophylaxie à fluconazole est seulement indiquée si l'antigénémie cryptococcique est positive. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui répond aux recommandations de l'OMS. Effectivement, chez des patients infectés par le VIH avec un taux de CD4 inférieur à 100, lorsque de façon systématique, quand on fait le screening de ces patients et on fait l'antigène cryptococcique, il revient positif. Effectivement, dans ce cas de figure, la prophylaxie est indiquée chez ce patient. Merci, Dr Doumbia. Il y a une autre question, mais qui n'est pas très claire. Donc, comme j'ai le micro, je le garde alors. Et ainsi, je vais demander au docteur Ekwevi
Vu la prévalence de ces cancers qui semblent viro-induits, on voit la maladie de Kaposi, secondaire au virus HB8, les lymphomes à EBV, le papillomavirus qui est responsable du cancer du col et anal chez l'homme, et en plus des hépatites B et C qui vont induire des cancers du foie. Qu'est-ce que vous penserez de la prévention en termes de dépistage précoce de ces co-infections, de ces différents virus avec l'infection à VIH-Sida, s'il vous plaît? Merci. D'accord, merci pour la question. C'est vrai que la stratégie proposerait sur le dépistage, mais je ciblerai avant tout dans la réduction de l'incidence de ces différents cancers, d'aller vers la vaccination. C'est-à-dire que si nous avons un programme élargi de vaccination, je prends l'exemple du cancer du foie, si nous avons d'abord le dépistage, l'action de dépistage chez les femmes, ensuite la vaccination chez les enfants à la naissance, on pourrait réduire d'une manière drastique l'incidence du cancer du foie. La question du dépistage en général, par exemple pour le col, ça a été toujours un peu des programmes de démonstration. Et les programmes à large échelle ont été très peu réalisés par manque de moyens, beaucoup plus que je dirais par manque de volonté politique. Donc, je crois qu'il existe un seul moyen de combiner toutes les stratégies, dépistage, vaccination, pour les cancers qui ont des vaccins disponibles, notamment le cancer du col et le cancer du foie. Merci, docteur Ekwebi. J'ai eu le plaisir de modérer avec le docteur Marc-Antoine Valentin. Je lui demande s'il y a des questions à nos intervenants, s'il vous plaît. J'ai les mêmes questions que vous, professeur. Et moi, j'avais une question. J'ai la même question. J'avais une question seulement sur la cryptococcose neuroméningée. Mais quand même, sur la cryptococcose neuroméningée, s'il y a un anticorps, enfin, s'il y a un antigène cryptocoque positif, de la possibilité que, du fait de leur précarité, elles puissent avoir une sexualité. En fait, elles le savent, il est quand même possible d'en parler. Bien qu'elles j'avais l'impression que quand même, il fallait faire un bilan avant de proposer elles se disent ça ne me concerne pas au moment présent. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'elles n'ont pas de désir de grossesse. Sur quelques petites interférences. Moi, j'avais la notion, mais peut-être que quand même, en cas d'antigène cryptocoque, il fallait faire un bilan de cryptococcose neuroméningée avant de donner une prophylaxie. Non? C'est une remarque c'est une remarque pour M. Doumbia. Dans la vie, et donc c'est pas si grave de pas avoir de contraception. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon Merci beaucoup. Mais après, ça serait intéressant. Donc, les autres interventions ont été extrêmement riches en enseignements, que ce soit sur les lésions dermatologiques, l'immunothérapie qui est vraiment à un niveau très élevé. En tout cas, nous avons eu le plaisir de faire cette session pour la clinique. Et nous arrivons au terme de cette session. Durant cette session, nous avons ainsi vu que le docteur Doumbia propose des solutions pour améliorer la survie de cette cryptococcose neuroméningée dont la mortalité est extrêmement élevée. Le docteur Olivier Bouchot, nous le remercions du partage de cette cuite iconographique qui témoigne de son expertise dans cette infection rétrovirale. Et nous avons eu beaucoup d'avancées thérapeutiques et nous saluons les avancées prometteuses de cette immunothérapie. Et la réalité aussi du cancer, notamment viro-induit, nous montre qu'il ne faut pas qu'on baisse la garde. Même si on a eu une amélioration significative de l'espérance de vie chez les patients vivant avec le VIH-Sida, ces cancers risquent d'entacher
propos nous en sert. Donc, nous remercions tous les intervenants qui ont animé cette session. Nous remercions aussi tous les intervenants qui ont posé des questions. Et voilà, nous venons à la fin de cette session et nous vous remercions. Nous remercions principalement aussi le docteur Antoine Valentin, quand même, pour cette modération dont nous avons eu le plaisir d'assister. Merci beaucoup et merci aussi aux organisateurs de nous avoir associés à cette conférence. Merci. Ce qu'on a montré ici, c'est que l'aspect communautaire aussi, c'est très important pour le recrutement, aussi l'utilisation des éducateurs, tout ce qui est observance, régulière. Le soutien communautaire et les pères éducateurs comme levier des femmes. Très bien. Alors, ouais, on entend ça tout à l'heure. On ne nous entend pas, nous, on parle, on entend le truc. Sur la présence du groupe